Hello and welcome to today's web. Bonjour et bienvenue au webinaire Urgence climatique en Afrique de l'Ouest, impact et perspectives. Une discussion sur le rapport du GIEC et au-delà. En Afrique de l'Ouest, impact et perspectives, une conversation autour du rapport du GIEC. My name is Lancelot Eodé. Je m'appelle Lancelot Etod et je suis le conseiller régional en communication et médias pour le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, au Bureau régional pour l'Afrique centrale et occidentale à Dakar, au Sénégal. Avant de commencer, permettez-moi de vous fournir de l'information afin de ne rien manquer de cette information, afin que vous puissiez également interagir avec les intervenants et intervenantes. Tout d'abord, l'interprétation. Vous avez déjà choisi votre langue de préférence lors de votre inscription au webinaire. Veuillez noter que vous pouvez modifier ce choix à tout moment en appuyant sur le bouton en haut à droite et choisir la langue de votre choix dans la section « Paramètres ». Deuxièmement, il y aura une période de questions et réponses pendant l'événement et vous pouvez soumettre une question ou un commentaire à tout moment. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'icône Slido en haut à droite et l'application s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Il vous suffira ensuite de taper votre question pour la soumettre aux intervenants. Notez aussi que vous pouvez interagir avec les autres participants simplement en cliquant sur le nom de la personne. Et finalement, si vous rencontrez des difficultés techniques, cliquez sur le bouton d'aide, soumettez votre problème et vous recevrez une assistance immédiate dans votre par courrier électronique pour commencer à résoudre votre problème. Cédez la parole à Jean Lebel, le président du CRDI, pour le mot d'ouverture. Jean, c'est à vous. Merci Lancelot, vous m'entendez bien? Tout à fait. Alors, c'est un plaisir pour moi, comme président du Centre de recherche pour le développement international, une société de la couronne du gouvernement canadien, basée à Ottawa, mais avec des bureaux en Afrique, notamment à Dakar et à Nairobi, ainsi que à Amman pour couvrir le nord de l'Afrique, de vous souhaiter la bienvenue. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette discussion très importante et je crois opportune au moment où il y a quelques semaines, nous avons publié le rapport du GIEC sur les adaptations au changement climatique. Nous savons tous qu'il est reconnu que l'Afrique et la région du Sahel sont particulièrement concernées par les changements climatiques, que ce soit à l'ouest, au nord, au sud ou à l'est. Les communautés sont déjà profondément touchées par des phénomènes comme la baisse des rendements agricoles, ce qui compromet la nutrition et la sécurité alimentaire et met en péril les moyens de subsistance des populations. Depuis déjà plusieurs années, 2006, 2005, 2006, à mon souvenir, plus de 285 millions de dollars dans la recherche sur les changements climatiques a été investi en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, comme je le mentionnais. Cet accent de notre recherche a porté sur l'élaboration et l'essai de stratégies et de mesures d'adaptation. Je tiens à dire que c'est un investissement massif, mais nous n'étions pas seuls. À plusieurs reprises, d'autres partenaires se sont joints à nous, notamment les Britanniques ainsi que le gouvernement canadien. Ces projets ont permis d'élaborer des politiques et des plans avec le but d'accroître la résilience des communautés face aux chocs climatiques et de soutenir l'intégration des questions d'équité sociale dans l'action climatique. Notre stratégie au CRDI reconnaît que deux principaux facteurs sont et seront toujours présents jusqu'en 2030, tout au moins. Les changements climatiques et les inégalités, ces deux principaux facteurs constituent des obstacles importants à la réalisation des objectifs du développement durable, les ODD des Nations Unies. Et notre réponse, et votre réponse comme scientifique à ces problèmes mondiaux est une priorité essentielle. Dans une panoplie d'autres phénomènes, que ce soit des conflits, que ce soit des pandémies, il demeure
que les changements climatiques et les inégalités sont les deux composantes majoritaires qui ne s'arrêteront pas et pour lesquelles nous devons porter une attention particulière et constante. Dans le but d'amplifier la prise en compte des perspectives africaines en matière de sciences de l'adaptation, le CRDI a appuyé le renforcement de la contribution des scientifiques africains au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et notamment récemment dans son 6e rapport d'évaluation avec le groupe de travail numéro 2 et son chapitre sur l'Afrique. Ce travail a été soutenu par le partenariat CLARE, Adaptation au changement climatique et résilience, financé conjointement par le CRDI et le Foreign Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni, le FCDO. Ce dialogue aujourd'hui fournit l'occasion de diffuser les conclusions de ce rapport et de démontrer le leadership de l'Afrique tout entière en matière de climat. Au cours de cette petite séance, ce webinaire, nous espérons mettre en évidence les résultats clés, les tendances critiques et les questions émergentes propres à l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest également. Et nous tenterons de relever les lacunes et définir les priorités en matière de recherche et d'action. Nous avons la chance de compter parmi nous un groupe estimé de conférenciers, de panélistes, et j'aimerais maintenant vous les présenter dans leur ensemble, et je demanderai à notre support technique de s'assurer d'avoir leur caméra bien en vue pour vous les présenter. Notre premier conférencier sera le Dr Edmond Totin, qui est maître assistant à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Bonjour Edmond, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Et à Cotonou, la température est de? La température est de 32 degrés, le temps est très doux, c'est vrai, c'est le début de la saison pluvieuse, mais on a quelques rares pluies qui commencent, on espère que ça va continuer. On revient à vous dans quelques instants. Merci Edmond. Merci beaucoup. Nous avons également avec nous le Dr Christopher Tritos, qui est directeur du Climate Risk Lab à l'African Climate Development Initiative de l'Université du Cap en Afrique du Sud. Bonjour Christopher, comment allez-vous ce matin au Cap? Oui, ça va très bien, merci. Et quelle est la météo au Cap? Il fait environ 25 degrés, il fait très beau. Ah bon, 33, 25, eh bien ici, à Ottawa, il fait moins 2 degrés. Alors, les docteurs Totin et les docteurs Trissos sont les auteurs et les coordonnateurs principaux du chapitre 6 du rapport du GIEC sur l'évolution du climat. Et le groupe de travail numéro 2, et ils vont en particulier parler de l'Afrique de l'Ouest pour ce qui est du docteur Totin, mais aussi le docteur Tristos nous offrira son point de vue. De Christopher et de Edmond, nous aurons un panel avec des invités de renom que nous avons rassemblés et qui feront part de leurs perspectives et de leurs commentaires. So our panelists, after the main... Nos panélistes, après la présentation principale, sera la docteure Adelina Mansa, qui est la recherchiste principale de l'Institute for Environment and Sanitation Studies au College of Basic and Applied Sciences at University of Ghana. Bienvenue, Adelina. Donc, quelle température fait-il chez vous? Cet après-midi, il est 13 heures. Et 32, 33 degrés. Génial. Et merci beaucoup de m'avoir rappelé que moi, je suis ici et c'est le matin et chez vous, c'est l'après-midi. Nous avons un auditoire mondial, donc certaines personnes pourraient être avec nous en soirée. Sini Nafo, haut représentant du président de la République du Mali sur le climat et porte-parole du groupe africain des négociateurs du climat. Alors, bienvenue, Monsieur l'ambassadeur Nafo. Je sais, vous nous parlez de Livingstone en Zambie ce matin. Bienvenue parmi nous. Votre sourdine. Bonjour tout le monde. Alors, il fait 23 degrés
Ah, vous me prenez de court. Vous avez vu la tendance température dans notre séminaire. Merci d'être avec nous cet après-midi pour vous. Et on revient à vous avec le panel après les présentations. Et notre dernière panéliste sera Madame Zenabou Segda, coordonnatrice du Women Environmental Program Burkina, au Burkina Faso, à Ouaga. Alors, Zenabou, vous êtes avec nous de Ouaga et à l'évidence, je vais vous demander quelle température fait-il à Ouaga aujourd'hui? Bonjour, Dr. Jean. Bonjour tout le monde. Merci, je suis bien sûr à Ouaga et il fait 38 degrés avec un temps très couvert, très poussiéreux et voilà un déplacement de poussière donc du Sahara. Merci beaucoup, Zenabou. Merci beaucoup, Dr. Mensah et ambassadeur Nafo. Merci d'être avec nous. Et ce panel sera modéré par mon ami et notre collègue Fatima Danton, qui est directrice de l'Institut des ressources naturelles en Afrique de l'Université des Nations Unies à Accra, également au Ghana. Bonjour, Fatima. Comment allez-vous? Bonjour, Jean. Je vais bien. Bien, merci. Alors, sur le campus, Adelina nous disait qu'il faisait 32 tout à l'heure. Chez vous, il fait combien? Ben, il fait un peu plus chaud que 32, j'ai l'impression, mais bon. Alors, on a eu les températures, on a eu vos endroits d'où vous nous parlez aujourd'hui. Je souhaite de nouveau la bienvenue à tous et toutes sur ce webinaire qui sera fort intéressant et instructif. Et d'entrée de jeu, from now on, Et maintenant, je passe le micro à Edmond et à Christopher qui vont nous présenter quels sont les points saillants du rapport de GIEC 6. Bonne conférence. Merci beaucoup, Jean. Avant toute chose, je voudrais une fois encore remercier IDRC de nous avoir créé cette opportunité de partager quelques résultats, le message clé du rapport avec la communauté africaine. Merci bien. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le premier slide? Je peux l'avoir un peu plus grand? Bon, si vous appuyez sur l'icône de l'image avec le bouton droit, vous allez pouvoir avoir en plein champ l'ensemble de la diapo. OK, voilà. Et vous épinglez, voilà. Voilà, je pense que ça vient. Human Technology Interaction. Bon, parfois la technologie, ça prend un peu de temps, dit le docteur Totin. Pour parler en gros des résultats saillants du rapport, ce rapport a été publié le 28 février passé et c'est l'effort de plusieurs collègues et de contributeurs à ce rapport. Chris et moi, nous ne sommes que des porte-parole du groupe. Voilà. S'il vous plaît, le second. D'emblée, l'un des messages clés que nous portons sur ce rapport, c'est que l'Afrique, au nom des pays émetteurs de gaz à effet de serre, l'Afrique contribue très peu, mais subit à plus d'égards sur tous ces secteurs de développement, les affres des changements climatiques, et c'est ce que nous allons essayer de montrer. Le second, le drapeau suivant, s'il vous plaît. Voilà, quand nous parlons des effets, on peut voir que les températures, que ce soit la température moyenne ou les températures extrêmes,
sont en hausse un peu partout en Afrique. Et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, on a vu que la température moyenne et les températures saisonnières varient entre et 3 degrés en termes d'augmentation depuis les années 70 et sont beaucoup plus prononcées dans le Sahara, c'est-à-dire les régions du Maghreb, l'Algérie, Tunisie, Maroc ou la Libye. Et beaucoup, pareil aussi, les mêmes tendances dans le Sahel, le Sénégal, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger. On a aussi une augmentation des fréquences des sécheresses depuis 1950. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons vu aussi que les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses, plus longues par rapport à ce qu'on a connu aux 2 dernières décennies. Et depuis 1990, l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus humide, avec des événements pluvieux, moins nombreux. Certes, on dit qu'il n'y a pas beaucoup plus de pluie, mais on a remarqué aussi que les pluies sont plus intenses, ce qui cause bien évidemment des dommages. Le slide suivant, s'il vous plaît. Et parlant de vulnérabilité et d'exposition au changement climatique, on a vu que la vulnérabilité au changement climatique vient surtout de plusieurs facteurs, d'un agrégat de facteurs. D'abord, nous avons une grande partie de l'emploi sur le continent est dans le secteur agricole. Et 95% de la production agricole en Afrique dépend de la pluie. C'est la petite frange où on a un contrôle de l'irrigation. C'est beaucoup plus au nord, dans le Maghreb et au sud de l'Afrique. C'est dans cette zone-là, cette petite portion seulement où on a un certain contrôle sur l'irrigation. Sinon, sur toutes les zones, les autres zones, c'est fondamentalement basé sur la régularité des pluies. Tout dépend de la pluie. Donc, tout ce qui touche à la pluviométrie, bien évidemment, affecte la production. Nous disons que la vulnérabilité dépend de l'agrégat de facteurs. Il y a aussi l'augmentation de la population. L'Afrique est connue comme la zone où on a la plus forte croissance démographique. Nous avons le développement des infrastructures. Nous en parlerons avec l'urbanisation galopante dans presque partout. Et l'agriculture qui est parfois la pression démographique, l'urbanisation pousse les gens à faire l'agriculture dans des zones qui ne sont pas forcément adaptées, qui sont exposées aux aléas climatiques. Donc, on a vu que, par exemple, plus spécifiquement dans notre région, plus de 60% des résidents urbains en Afrique vivent dans des habitations précaires parce qu'ils sont forcés à venir s'installer dans les villes, soit à la recherche de l'emploi, ou soit parce que les conditions dans les milieux ruraux ne sont pas propices. Et bon, pour avoir un mieux-être, on est obligé de venir dans les rues et on est prêt à s'installer un peu partout dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus adaptées. Et on a vu aussi ce qui fait la vulnérabilité de notre continent, c'est que 66% des travailleurs opèrent dans le secteur informel. Et quand nous parlons de secteur informel, on sait qu'il n'y a pas une bonne couverture sanitaire, il n'y a pas une bonne couverture des risques. Et ça ne fait que rendre les acteurs qui opèrent dans ce système vulnérables. On a vu aussi que la mortalité due aux catastrophes est 15 fois plus élevée dans les pays très vulnérables. Et cela vient naturellement du fait que la capacité d'adaptation des communautés est très faible dans ces localités-là. Ce qui fait que face au choc, on ne se repose que sur la grâce divine. Le slide suivant. Voilà, donc l'urbanisation avec la croissance rapide pousse les gens à s'installer dans des zones qui ne sont pas parfois propices à l'habitation. Une grande partie des gens qui s'installent sur les régions côtières, sur des plaines inondables et au moindre, ou des terres arides parfois. On a vu des illustrations dans les zones de Cotonou.
certaines périodes, des gens étaient dans des zones très inappropriées. À la moindre goutte d'eau, c'est l'eau directement dans les maisons. Des gens vont s'installer dans des zones qui ne sont pas du tout adaptées. Parfois même, on dégage des tas d'immondices pour s'installer parce qu'on n'a plus autre facilité. Dans cette situation, nous pensons que véritablement, ce sont les communautés marginalisées qui sont les plus exposées au risque et qui paient le prix fort parfois. Le slide suivant. Voilà, nous avons dit que l'Afrique contribue moins aux émissions à effet de gaz, aux émissions de gaz à effet de serre, et nous pouvons voir sur le graphique que l'Afrique est bien évidemment bien loin devant l'Asie ou l'Europe. Et quand nous regardons un peu de façon désagrégée en bas, bien évidemment, très loin de la grande pollution, en Afrique, en termes de contribution au gaz à effet de serre, on peut voir que les pays les plus industrialisés sont bien en tête. Voilà, donc on peut citer l'Afrique du Sud, le Nigeria ou l'Égypte. Voilà. Donc ça nous donne, ce graphique nous donne un peu une idée de où nous en sommes en termes de contribution aux gaz à effet de serre. Le slide suivant. Voilà, mais malgré ça, malgré que nous sommes tout petits en termes de contribution, bien évidemment, nous subissons les affres parce que ce n'est pas que ce que nous produisons, c'est aussi notre capacité d'adaptation qui est mise à rude épreuve dans ce combat. Voilà. Maintenant, nous allons essayer d'aborder un peu les impacts, les pertes et dommages dans des domaines beaucoup plus spécifiques. Et nous pouvons évoquer, par exemple, le domaine de la santé. Si je peux avoir le slide suivant. Dans le domaine de la santé, nous allons voir que avec les tendances actuelles, s'il vous plaît, le slide suivant. Voilà, avec les tendances actuelles, quand nous prenons la région Afrique de l'Ouest et plus particulièrement la maladie que nous subissons le plus ici, qui est le paludisme, on a une augmentation de la prévalence du paludisme, fondamentalement du fait que les températures sont plus élevées et cela crée un écosystème qui est propice à la prolifération des agents vecteurs. Et les changements climatiques aussi renforcent les inégalités sociales. Quand nous voyons, par exemple, dans le slide précédent, je disais que les populations marginalisées sont les plus vulnérables. Les changements climatiques, bien évidemment, affectent leurs revenus, donc les rend beaucoup moins incapables à faire face aux dépenses en santé, en habitation ou en toutes choses, ce qui renforce, crée davantage les inégalités entre les couches. Et nous avons vu aussi, en ce qui concerne les vagues de chaleur, que le taux de mortalité est parfois supérieur à la normale dans les périodes où les températures sont très élevées. On a eu des cas, rapports montrés, des évidences par rapport au Burkina, au Ghana, où nous avons des maladies cardiovasculaires qui sont très élevées. Et on a essayé de faire le parallèle avec les conditions climatiques et la vague de chaleur que les gens subissent dans ces régions-là. Voilà. Le slide suivant. Parlant des impacts des changements climatiques sur l'écosystème, nous avons vu que avec cette augmentation de la température, on pourrait avoir une augmentation de la température au niveau des eaux douces, qui généralement autour de 0,1 à 0,4 par décennie et parfois jusqu'à 0,6 d'augmentation dans les régions de la Volta au Ghana. Et cela, bien évidemment, va se traduire par la qualité des eaux, la productivité des algues et des animaux qui y vivent, notamment les poissons. Ces conditions ne seront plus propices à la reproduction, ce qui va peut-être amener parfois des poissons qui vont migrer et ça va se traduire bien évidemment par le revenu que les populations qui vivent de ces activités-là pourraient en tirer. Et ce qui renforce l'argumentaire que je présentais dans le diapo précédent pour dire que le changement climatique renforce les inégalités sociales parce que ces activités, et on a vu dans une grosse partie
du Bénin ou parfois au niveau de la côte, zone côtière de Grand Popo et consorts, où beaucoup de ces acteurs qui opèrent dans ce secteur ont été obligés de se reconvertir à d'autres types d'activités. Nous avons vu aussi que les conditions climatiques actuelles, notamment marquées par l'augmentation de la température, sont des conditions propices aux incendies. Et ça, ce n'est pas qu'en Afrique. Et nous avons vu chaque année des cas où on dit que telle superficie de forêt est partie en fumée. Mais au-delà de ça, nous avons vu que l'écosystème qui se crée est propice à l'apparition d'espèces ligneuses et donc rend beaucoup plus difficile l'accès au fourrage, au pâturage pour le bétail. Voilà un peu quelques implications, par exemple, sur l'écosystème et qui naturellement a des impacts sur l'élevage. Et ce qui va peut-être amener, on va voir dans nos différentes régions en Afrique, les transhumants, les bergers à parcourir beaucoup plus de distance, à aller dans des communautés où ils n'allaient pas, ce qui renforce davantage les tensions entre parfois les agriculteurs et les éleveurs. Donc voilà quelques effets que nous pouvons citer sur l'écosystème et comment cela se traduit du fait des changements climatiques. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le slide suivant? Voilà. Pour ce qui nous concerne et qui est très intéressant, c'est la sécurité alimentaire. Le contraste en Afrique, c'est très intéressant parce que nous avons une zone où la pression démographique est très élevée. On a vu que les températures augmentent et voilà, cela va se traduire par une chute de la productivité de l'agriculture qui connaît une perte de près de 34% globalement depuis les années 61 du fait du changement climatique. Et en Afrique subsaharienne, bien évidemment, les 34%, c'est à l'échelle de l'Afrique tout entière. Et en Afrique subsaharienne, nous avons vu que des cultures phares de grande consommation, comme le maïs est consommé de partout. Depuis le Sénégal jusqu'en Afrique de l'Est, jusqu'en Afrique du Sud, sous différents formats. On parlera de la pâte ou du thau au Mali. En Afrique de l'Est, on parlera de l'ougali. Pareil aussi en Afrique du Sud. Les rendements baissent déjà depuis 1974 jusqu'à la fourchette 2008 de près de 6%, ce qui est énorme quand nous parlons de rendement. Pareil avec le blé, qui est une grande culture de consommation, une grande culture de consommation dont les rendements baissent, chutent de plus de 2,3 du fait exclusivement des changements climatiques. Le drame dans tout ça, c'est qu'on a remarqué que 2 tiers des Africains perçoivent les conditions de production agricole se sont dégradées ces 10 dernières années, connaissent ça. Parfois relient aux perturbations climatiques et d'autres qui se disent oui, il y a les conditions, les perturbations climatiques, mais beaucoup plus peut-être liées à la colère des dieux, au fait que les jeunes peut-être ne respectent plus les traditions. Donc voilà un peu la situation des changements climatiques au niveau de la sécurité alimentaire. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, l'accès à l'eau. L'eau, c'est la vie, on a tendance à dire chez nous. On a vu que les précipitations et le débit des rivières extrêmement varient, parfois entre 50%. On a vu que la chute des débits est attribuée à la chute des précipitations, l'augmentation de la température, la fréquence des sécheresses et bien évidemment, on a dit la population augmente, une croissance très forcée et bien sûr la demande en eau, que ce soit en eau d'irrigation, en eau de consommation, en eau pour usage domestique, ça augmente. Du coup, la disponibilité est vraiment un problème. Et cela se traduit par des répercussions sur l'approvisionnement en eau pour les populations, pour l'agriculture et dans certaines localités pour l'hydroélectricité et le tourisme. Donc voilà un peu comment les effets des changements climatiques pourraient se traduire sur ce qui concerne la disponibilité et l'accès à l'eau. Le slide suivant. Voilà. Ce slide est très intéressant parce que ça nous montre comment les changements climatiques ont une certaine répercussion sur les économies de nos pays.
Et ce graphique réalisé à partir des données de 1991 à 2010 montre qu'avec l'augmentation des températures moyennes, la diminution des précipitations, ont contribué à une réduction de la croissance économique en Afrique, sur les effets plus importants dans n'importe quelle autre région. Donc voilà, cette traction, cette tension sur l'économie, c'est beaucoup plus spécifique qu'on observe dans n'importe quelle autre région. Malheureusement, le slide tel que ça apparaît, j'ai tenté de mettre ça en mode plein écran, ça ne passe pas du tout. C'est très, très pénible pour moi à lire. C'est possible de me l'agrandir un tout petit peu plus, s'il vous plaît, pour que je puisse donner quelques exemples. Je sais que le Mali, par exemple, est Ça ne en sera pas tête possible, Edmond. Je m'excuse de t'interrompre. Alors, on peut passer peut-être, on peut grandir un peu, mais on voit que certains pays sont plus affectés que d'autres. Alors, je te laisse continuer parce que Chris s'en vient également. OK, d'accord. Chris va revenir dessus. Donc voilà, on voit par exemple qu'un pays comme la Mauritanie est en tête avec, avec une longue pression sur son économie du fait des changements climatiques. Nous avons le Mali qui en vient en deuxième position, le Niger. Et si vous regardez très bien, c'est les pays que j'avais mentionnés tout à l'heure dans la bande sahélienne. Donc nous avons le Soudan, nous avons le Tchad, et voilà, ce sont des pays qui subissent les affres des changements climatiques qui ont une certaine répercussion sur leur économie. Si je peux avoir le slide suivant. Nous allons maintenant essayer de parler un peu. Jusque-là, nous avons essayé de montrer comment les changements climatiques se manifestent et les répercussions sur nos vies. Et on a fait maintenant quelques projections. Actuellement, on va dire que le niveau global de réchauffement est de 1,1 et on a vu que au-delà de 1,5, les risques seraient plus élevés. Et l'un des messages clés que nous avons ici aussi, c'est que nous avons en Afrique intérêt à rester en dessous de la barre de 1,5. Parce que au-delà de ça, ce sera un peu plus incontrôlable. Nous avons l'épidémie de la dengue, par exemple, ou de la fièvre jaune, qui devrait s'étendre davantage dans les régions du Sahel si nous passons là-bas de 1,5. Nous avons la perturbation de la disponibilité de l'eau. Je l'avais évoqué plus tôt. Si vous imaginez, si on est à 1,1 degré, le niveau actuel, et nous avons cette tension sur la disponibilité de l'eau, quand nous allons passer le cap de 1,5, ce serait beaucoup plus grave. Nous aurons la perte de la biodiversité et l'extinction de certaines espèces, c'est-à-dire que nous passons cette cap-là, il n'y aura même plus la possibilité d'avoir ces espèces encore. Et on a dit que quand nous passons au-delà de 2 degrés, le risque est encore beaucoup plus grand. Les rendements des cultures, les cultures majeures pourraient aller jusqu'à près de 40%, hein, spécifiquement pour le maïs. Nous allons perdre le pâturage disponible et puis la disparition de près de 50% des poissons d'eau douce. Au-delà de ces effets qu'on pourrait avoir, c'est beaucoup plus la situation économique, la situation sociale des groupes qui dépendent de ces activités. Quand je pense particulièrement aux pêcheurs qui vivent de la pêcherie, je pense aux éleveurs. Si on doit perdre près de 40% du pâturage, cela va renforcer les tensions entre agriculteurs et éleveurs. Cela va amener peut-être encore plus les éleveurs à faire de plus grandes distances pour avoir du pâturage pour leurs animaux. Et pour ce qui concerne nous les humains, on dit une culture, nous avons montré notamment au niveau du maïs, une grande culture de consommation qui pourrait aller jusqu'à perdre 35 à 40% de son rendement. C'est énorme. Voilà, nous avons essayé de récapituler un peu ici sur ce graphique-là les possibilités, les situations possibles. Par exemple, nous voyons que si nous passons le cap de 1,5, le risque serait très grand pour ce qui concerne la perte de la biodiversité. Et quand nous passons ça au niveau de la mortalité et au niveau de la santé en général, quand nous passons les 1,5, c'est la même photographie. Donc, en général, s'il vous plaît, si je peux avoir le slide suivant.
Donc, on disait ça, c'est un message que nous avons mis très en avant, c'est que si le réchauffement climatique passe les niveaux actuels, et la capacité d'adaptation à compenser le risque sera réduite considérablement, et ce qui va fragiliser nos communautés. Et voilà, c'est ça qui pose véritablement le slide suivant, s'il vous plaît, le besoin d'action urgence, le besoin d'action urgence pour l'Afrique. Et on dit que chaque fraction de réchauffement climatique augmente les risques. Et ça, c'est un message que nous tentons et nous comptons sur tous les acteurs de nous aider à relayer autant que possible pour qu'on sache que chaque degré que nous passons ne fait que creuser davantage le risque. Et la réduction rapide et importante des émissions ainsi que des mesures d'adaptation ambitieuses pour limiter les risques sont des actions urgentes. On a vu aussi qu'en limitant les risques de réchauffement climatique à 1,5 plutôt qu'à 2%, le PIB par habitant pourrait augmenter d'au moins 5% d'ici 2050 et de 10 à 20% d'ici 2100. Et ça représente des économies énormes pour nos pays qui font face à des défis majeurs, que ce soit comment créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, comment garantir un système sécurisé au plan sanitaire pour la population sans cesse croissante, comment offrir des conditions décentes de vie pour cette population. Et tout retard dans l'action anticipée pour l'adaptation et l'atténuation marquera une occasion qui empêche de garantir un avenir durable pour tous. D'où l'urgence de nos actions. D'où l'urgence de nos actions à prendre maintenant pendant que nous sommes autour de 1,1 degré. Donc, s'il vous plaît, je peux avoir le slide suivant. Il y a quelques mesures d'adaptation qui sont possibles, qui sont utilisées jusque-là. Mais ce que nous remarquons, c'est que ces mesures d'adaptation sont parfois fragmentées. C'est parfois mené à des niveaux assez réduits et qui n'induisent que des changements très superficiels, mais pas des changements profonds au niveau de nos communautés. Et parfois, ces mesures d'adaptation, c'est individuel, c'est au niveau du ménage, rarement au niveau des communautés. Et c'est promis par les gouvernements ou par les ONG. Nous avons le potentiel, et ça c'est ce qui fait la spécificité de ce chapitre, où nous avons essayé de mettre en avant le pouvoir, la richesse du savoir local, du savoir endogène venant de l'Afrique, et comment on peut valoriser ce savoir-là dans nos efforts d'adaptation. On a vu dans plusieurs localités de l'Afrique, du Bénin, du Burkina Faso, du Kenya, où les communautés, que ce soit les agriculteurs ou les éleveurs, juste en regardant le ciel, en regardant le comportement des animaux ou en regardant la direction du vent, peuvent prédire s'il y aura plu ou pas. On a vu qu'il y a des programmes de protection sociale, mais pour faire face à la gestion des catastrophes, des risques, mais ces programmes ne sont pas toujours assez solides pour véritablement prononcer, pour véritablement protéger les communautés. Bref, en Afrique, jusque-là, nous avons des initiatives, mais ces initiatives restent toujours encore au niveau local et n'induisent pas des changements profonds au niveau de nos communautés pour faire véritablement face à l'adaptation. Le slide suivant. Nous avons des exemples d'options d'adaptation qui sont utilisées. Et ça consiste, par exemple, les changements de pratiques, des variétés qui sont plus résistantes. On va voir des variétés de maïs qui peuvent produire peut-être en 45 jours au lieu que ça prenne 3 mois. Nous avons des adaptations basées sur l'exploitation, les solutions écosystémiques, où nous avons le paillage, l'utilisation dans certaines communautés de Mokuna pour protéger l'humidité du sol et l'utiliser un peu plus qu'habituellement. Nous avons des mesures institutionnelles, ça passe par la gouvernance climatique où il y a des fonds, parfois nos gouvernements font des efforts pour mettre à contribution des ressources destinées à la gouvernance climatique. Il y a des institutions au niveau de nos pays, des entités en charge des changements climatiques. Il y a bien évidemment la technologie
aussi qui est mise à contribution, notamment les services climatiques, où aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'information climatique qu'on va donner aux producteurs pour lui permettre de prendre des décisions à temps réel. Le slide suivant. Est-ce qu'on peut juste accélérer un tout petit peu parce que ça, on va être coincé un peu le temps avec le panel et je veux voir aussi Chris. Donc, je m'excuse de te presser un peu, mais on est un peu en retard. Je te remercie de faire ça rapidement. Voilà, j'irai un peu plus vite et je peux alors passer ce slide-là et avoir le slide sur... voilà, merci beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez spécifique, très nouveau, que nous avons amené dans le rapport, où on essaie, généralement, on a vu l'adaptation parce que la solution marche dans telle localité, on va répliquer ça dans l'autre zone, sans forcément avoir les mêmes effets, ce qui nous a amené à voir l'efficacité et l'efficience des mesures d'adaptation et que nous avons mesuré en utilisant plusieurs paramètres, des paramètres économiques, environnementaux, sociaux, institutionnels, pour voir quel est le bénéfice de ces mesures-là. Par rapport à ça, nous pouvons dire, par exemple, en termes d'efficacité de ces mesures, si nous prenons les investissements au plan financier, on a vu que ces mesures ont une très grande efficacité au niveau de l'Afrique. Pareil, par exemple, pour la migration. Et ça, c'est quelque chose, peut-être je vais revenir dessus, sur la migration. On a vu que ça a un grand bénéfice parce que les gens migrent, ils envoient de l'argent en retour aux familles qui sont restées dans le ménage. Nous avons les infrastructures de gestion d'eau, qui sont aussi des mesures assez efficaces en combinant les différents paramètres économiques, environnementaux, et sociaux, institutionnels. Le slide suivant. On a vu, c'est vrai, ces mesures sont intéressantes. J'avais promis revenir sur deux. Je vais revenir sur l'irrigation et sur la migration. Sur l'irrigation, dans plusieurs localités, nous avons vu les gens utiliser, ont fait la promotion, notamment au niveau de la révolution verte un peu plus tôt. Les gens ont promu dans des localités l'irrigation comme une méthode pour faciliter l'accès à l'eau, mais le contrôle beaucoup plus efficace à l'eau. Mais ça a induit des effets qu'on a appelés ici les maladaptations, parce qu'on n'avait pas bien réfléchi. Ces régions qui autrefois avaient de l'eau à volonté se trouvent confrontées à des pénuries d'eau. Pareil aussi pour la migration. La migration, c'est vrai, c'est une option d'adaptation, mais cela peut induire la maladaptation dans le sens où les populations qui sont laissées parfois ont plus de charges, notamment pour les femmes. C'est là que nous allons voir un peu comment les femmes sont beaucoup plus affectées dans ce mécanisme-là. Les hommes, généralement, vont en migration. La femme a toute la charge du ménage. Et parfois, l'homme qui est allé en migration peut rentrer parfois avec des maladies ou l'agent qu'il a envoyé, ou parfois même qu'il n'a même pas envoyé, va servir à le soigner. Donc voilà un peu comment, par exemple, les mesures d'adaptation doivent bien être réfléchies pour ne pas induire la maladaptation. Et puis, voilà les options d'adaptation, si je peux avoir le slide suivant. Les options d'adaptation que nous préconisons ici, c'est voilà, les systèmes d'alerte précoce basés sur des services climatiques ciblés. Et nous mettons l'accent sur ciblé parce que ce n'est pas tous les producteurs ou toutes les communautés qui ont besoin des mêmes types d'informations. Comment on essaie de calibrer l'information à la demande. Nous avons des programmes de protection. Il faut peut-être encourager des programmes de protection sociale et de gestion des risques beaucoup plus efficace lié à la diversification de l'agriculture et des moyens de subsistance. Ça, c'est quelque chose que les communautés utilisent, mais nous pensons qu'il faut beaucoup plus mettre l'accent sur la diversification des sources de revenus. J'ai dit plus haut dans les slides, une grande partie de nos communautés vit aux dépens de l'agriculture. Comment on peut créer des opportunités aux gens de sortir de l'agriculture? Et après, nous avons les pratiques agricoles agroécologiques. J'ai évoqué le cas ici du paillage. Et l'un des messages clés ici, c'est que, si je peux avoir le slide suivant, la recherche sur le climat en Afrique... Il va falloir conclure, je m'excuse, parce que Chris doit venir et le temps avance. Merci. Voilà, c'est mon dernier slide. Et le message, je suis sûr que Chris va élaborer un peu plus ce message, c'est que la recherche sur le climat en Afrique est confrontée à de graves contraintes en matière de données, avec des inégalités en termes de distribution des financements, de l'accès au financement
et les directions de la recherche qui réduisent la capacité d'adaptation. Sur ce, je laisse la parole à Chris et merci beaucoup pour la patience. Merci Edmond. C'est une présentation absolument fantastique qui nous a amené le portrait global sur lequel vous avez travaillé au GIEC et de façon éloquente. Chris, up to you. Thank you. Merci. Est-ce qu'on peut remettre les diapositives? Et Edmond, merci de cet excellent survol de tous les risques et de toutes les mesures d'adaptation. Merci, Chris. Prochaine diapositive. Donc, Edmond a décrit une grande partie des risques associés aux mesures d'adaptation et plusieurs des mesures d'adaptation. Je vais parler des obstacles et des limites de ces options d'adaptation et des conditions dans lesquelles elles vont s'inscrire. Prochaine diapositive. Donc, le rapport est très clair. Il y a de nombreux obstacles à l'adaptation en Afrique qui comportent l'information, des limitations financières, sociales, culturelles, de capacités humaines. La troisième catégorie est celle de la gouvernance et des institutions et des limites inhérentes aux institutions. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on parle de conditions habilitantes, on parle de favoriser un développement résilient au changement climatique. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et donc, grand secteur pour promouvoir un développement résilient au climat, plus de connaissances et de données, consolidation des capacités, connaissance du climat, finance, gouvernance, législation, adaptation basée sur les écosystèmes, approche intersectionnelle qui favorise des interventions sur les changements climatiques au niveau national et subnational. Et l'idée est de favoriser une planification entre tous les secteurs, par exemple la santé, l'agriculture, etc. Donc, les grands domaines pour promouvoir un développement résilient au climat, d'abord les mécanismes de financement, de recherche et de leadership dans le contexte africain. Depuis les années 90, 3,8% du financement mondial de la recherche sur le changement climatique est consacré à l'Afrique, mais 1% seulement est accordé aux institutions africaines, ce qui crée une grande contrainte sur les capacités des organismes africains qui ne peuvent pas comprendre les risques climatiques et donc adopter des mesures d'adaptation. L'idée est de combler les lacunes. L'interprète regrette beaucoup. Le son de ce conférencier coupe régulièrement. Donc, l'idée est de combler les lacunes sur 1017 réseaux d'observation terrestre dans le monde. Seuls 10% se trouvent en Afrique et 54% des stations ne peuvent pas recueillir des données précises. Une autre contrainte est celle des données agricoles. Plusieurs pays d'Afrique ne communiquent pas de données régulières de recensement. C'est une limitation grave lorsque nous essayons d'identifier où sont les populations vulnérables et qui elles sont. Avoir accès à ces données nous permettrait d'agir. Troisième catégorie identifiée consiste à améliorer la littératie climatique en Afrique, c'est-à-dire les connaissances sur les changements climatiques, en avoir entendu parler, comprendre les causes, comprendre les répercussions des changements climatiques sur 33 pays africains. De 22 à 70% des gens sont conscients du changement climatique, c'est très faible. Et donc, des niveaux plus élevés d'éducation sont associés à des niveaux plus élevés de connaissances sur les changements climatiques. Et donc,
il est important de créer des possibilités d'éducation pour les jeunes Africains. Ce serait une excellente façon d'améliorer les connaissances sur les changements climatiques et les mesures d'adaptation. Un quatrième domaine est celui du renforcement des capacités, surtout au niveau des mécanismes de prise de décision. Dans un contexte d'incertitude, il y a beaucoup d'incertitudes quant aux tendances de précipitation futures. Et pour surmonter ces incertitudes, il faut compter sur beaucoup de collaboration entre les leaders locaux ainsi qu'au niveau des gouvernements locaux et dans tous les secteurs d'activité, le secteur universitaire, le secteur public. Il y a énormément de besoins en matière de collaboration. Prochaine diapositive. Voici une illustration, simplement pour revenir à cette question du financement de la recherche. Depuis les années 90, 4% du financement mondial en recherche est dirigé vers l'Afrique. En haut à droite, ce qui peut être décrit comme une injustice, c'est que le gros de la recherche sur le changement climatique en Afrique est octroyé à des institutions en dehors de l'Afrique, surtout en Amérique du Nord et en Europe. Seul le Kenya et l'Afrique du Sud font partie des 10 premiers pays qui reçoivent du financement pour la recherche. Enfin, la distribution de ce financement porte sur les écosystèmes, l'approvisionnement en eau. C'est très important. Évidemment, mais on a très peu financé les autres grands risques, risques pour la santé, risques pour les sources de travail et risques pour la sécurité en cas de conflit. Prochaine diapositive. Cette recherche a des conséquences pour la compréhension des adaptations en Afrique. Cette carte nous montre des études publiées sur l'adaptation. Vous voyez qu'en Afrique, dans la plupart des pays, c'est là où se font le moins de recherches, où le moins de recherches sont publiées. L'Afrique du Sud, le Ghana constituent de petites exceptions, mais pour l'ensemble du continent, il y a très peu de recherches effectuées en adaptation. Et c'est le résultat direct de ce financement, cette pénurie de financement direct pour la recherche en Afrique. Prochaine diapositive. Cette diapositive dépasse le cadre de la recherche du financement pour la recherche, et porte sur le financement pour la réduction des gaz à effet de serre et des changements climatiques. D'abord, on remarque que sur 20 ans, par exemple à gauche, vous voyez que dans toutes les régions sauf l'Afrique centrale, il y a eu une augmentation dans les engagements financiers liés à l'adaptation pour les régions africaines et ces engagements viennent d'institutions américaines ou européennes comme la Banque mondiale, mais ces adaptations sont toujours inférieures aux besoins. Deuxième conclusion, c'est qu'un plus grande proportion du financement au niveau continental, c'est-à-dire 60%, a été consacrée aux activités de réduction des gaz à effet de serre et une plus petite partie vers l'adaptation. Évidemment, il faut financer les mesures de réduction des gaz à effet de serre, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, la demande en mesures d'adaptation et en financement de ce domaine est énorme. Et donc, il faudrait accroître le financement aux mesures d'adaptation dans beaucoup de pays d'Afrique s'ils veulent relever les défis des changements climatiques pendant la prochaine décennie. Un autre sujet d'inquiétude est associé aux baisses de niveau de décaissement du financement climatique. Ces niveaux sont très faibles, donc très peu d'engagement pour accorder du financement aux projets de réduction des effets de changement climatique. Dans le cas de l'Afrique, seuls 46% des engagements financiers entre 2014 et 2018 ont
dans les faits, permis de soutenir des projets sur le terrain. Le reste des fonds n'a pas été décaissé. Et dans l'Afrique de l'Ouest, le taux est encore plus faible, 33%. Donc, cela montre tous les obstacles qui existent pour la réduction des effets du changement climatique en Afrique de l'Ouest. L'ensemble du financement dans l'Afrique de l'Ouest est différent. Donc, il y a beaucoup d'obstacles liés à la planification de projets, la mise en place, la gouvernance internationale qui empêche le financement de se retrouver sur le terrain une fois engagé, une fois annoncé. Prochaine diapositive. Et cela est très important. Ces conditions habilitantes sont très importantes. Il y a beaucoup de possibilités d'accélération des mesures d'adaptation en Afrique du Sud, en Afrique, pardon. Donc, je vais vous parler de différents axes sur lesquels on peut promouvoir un développement résilient au climat. D'abord, la gouvernance. Une gouvernance inclusive, dirigée localement, équitable, intégrée, peut avoir un effet énorme sur les populations les plus vulnérables au changement climatique. Deuxième axe d'activité. Plusieurs pays d'Afrique ont déjà adopté un cadre législatif qui favorise la coordination, qui permet de réduire ou enfin d'accroître plutôt l'action sur les changements climatiques. Donc, c'est un autre axe d'action. Le troisième, c'est l'adaptation basée sur les écosystèmes. Il y a plusieurs possibilités de ce côté-là. Par exemple, l'utilisation des mangroves pour réduire les risques de tempêtes. Si le réchauffement climatique dépasse 1,5 degré ou même 2 degrés, les écosystèmes naturels atteignent leurs limites et ne peuvent plus nous aider à nous adapter. Donc, les adaptations basées sur les écosystèmes sont clés pour l'Afrique si nous voulons éviter que le réchauffement climatique dépasse les 2%. Et enfin, on a des preuves que les approches intersectorielles maximise les co-bénéfices et évite les erreurs d'adaptation. Pas uniquement des approches qui incluent, par exemple, le ministère de l'Agriculture, etc., mais qui intègrent tous les ministères, le Trésor public, le ministère de l'Économie. Cette approche intégrée, intersectorielle, peuvent avoir des bénéfices pour les populations en créant une gestion intégrée qui permette de réduire les risques climatiques à l'avenir. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Donc, un développement résilient au climat demande une planification à long terme, une coopération transfrontalière, une distribution équitable des avantages, des mécanismes qui réduisent les inégalités. Dernière diapositive, s'il vous plaît. Me permet de vous dire merci et de vous donner les liens pour trouver toute l'information de référence. Merci beaucoup, Christopher. Merci beaucoup de votre présentation et Edmond également. Je crois que vous avez mis à table pour les détails de l'impact et quelles sont les mesures d'adaptation qui ont eu lieu, qui pourraient avoir lieu, quels sont les impacts également de cette augmentation. Et ce que nous pouvons faire pour ce qui est de la solution. On parle de gouvernance, de législation, des lois, le financement. Vous avez indiqué qu'il y avait des lacunes. Vous avez parlé de la situation en Afrique, c'est-à-dire que la contribution en Afrique est très limitée pour ce qui est des gaz à effet de serre, mais les impacts sont réels et l'adaptation est requise plus que jamais. Et cela nous a très bien situés pour nos panélistes. Ah oui, sa caméra est revenue. Je veux vous passer le bâton, Fatima, et s'il vous plaît, avec nos amis Adelina Mensah, l'ambassadeur Sini Naifu et Mme Zinabou Segda, de faire l'animation de ce panel suite à cette extrêmement intéressante présentation de Christopher et Edmond. À vous la parole, Fatima. Merci Jean et puis merci aux conférenciers Christophe et Edmond. Donc, chers panélistes, bonjour, rebonjour.
Je voulais commencer d'abord par rapport à certaines choses qui ont été dites. Vous avez entendu le président du CRDI, Jean Lebel, qui a parlé des populations africaines qui sont de plus en plus affectées par les effets des changements climatiques. Le secrétaire général des Nations Unies a parlé d'un atlas de souffrance humaine. Et puis Edmond et Christophe, ils ont bien mis l'accent sur les impacts biophysiques et aussi bien tout ce qui est relatif à la vulnérabilité sociale. Donc, je pense que la sonnette d'alarme est tirée. Maintenant, ce que je voudrais savoir, est-ce que par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Je commence d'abord par Adelina. Adelina, I think you must have had the translation. Adelina, je crois que vous avez eu l'interprétation, mais de votre point de vue, y a-t-il des points dans le rapport qui vous ont étonné? Étonné? Pas vraiment. Mais pour ce qui est du fait qu'on avait besoin de davantage d'informations. Alors, j'ai des points de vue à communiquer avec vous. Alors, bonjour à tout le monde, à tous les membres de l'auditoire. Moi, je parle à titre de recherchiste. Ça fait plusieurs années que je me penche sur le changement climatique. Et une des choses qui est soulevée régulièrement, et Chris en a parlé, ce sont les questions associées à l'information. L'information, c'est un obstacle, mais aussi peut être propice à faciliter notre situation. Je reçois un message que mon audio n'est pas clair. Alors, l'interprète entend l'intervenante. Alors, l'information, je crois, est clé pour pouvoir établir des options d'adaptation appropriées pour s'assurer également que différentes personnes sont impliquées. Mais une des choses dont on n'a pas nécessairement parlé, ce sont les motivations qui appuient les facteurs de facilitation. Nous avons parlé notamment d'améliorer la littératie ou la gouvernance, les structures de gouvernance, mais nous n'avons pas vraiment examiné quelles sont les motivations. Les motivations pourraient être institutionnelles et au niveau local, on parle peut-être du rôle et de l'influence des leaders religieux ou encore d'autres motivateurs culturels qui sont vraiment spécifiques à un contexte. Mais je pense que l'on peut comprendre les motivateurs. Merci. Merci, Adelina. Je vous passe la parole par rapport à la première question. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent par rapport à ce rapport? Yes, there's actually... Oui, de fait, il y a un élément qui m'a étonné. L'accélération et l'amplification du changement climatique. Honnêtement, en 2015, certaines personnes avons examiné les modèles des contributions déterminées au niveau national, le CDN. Eh bien, en 2015, et c'est très récent quand même, lorsque l'on parle de modélisation de sciences, que l'on ne verrait que les impacts que nous voyons présentement, on croyait les voir peut-être juste en 2030 ou au-delà de 2030. La plus grande surprise pour nous, c'est que dans le rapport, c'est l'accélération et l'amplification de la fréquence et aussi de l'intensité des impacts associés au changement climatique. Donc, on a besoin d'adaptation. Vous avez également posé une question, à savoir quel point selon nous, aurait dû être examiné. Mais le lien et ce qui alimente tout ceci, c'est l'ambition d'atténuation au niveau mondial ou ce manque de mesures d'atténuation. Et ça devrait être également clair. Mais nous voyons ces impacts
Mais ça, c'est peut-être, cette question peut-être est examinée par le groupe de travail numéro 1. Mais pour le groupe d'études numéro 2, ce que l'on a constaté, c'est le manque de réduction d'émissions au niveau mondial. Et par conséquent, il faut se pencher sur cette question. Et le troisième élément qui manquait, et ici je suis un peu opportuniste, le groupe africain avait demandé au GIEC de travailler sur des méthodes d'adaptation et des indicateurs. Mais on s'est battu pour l'avoir. Alors, ce que nous avons dit, c'est merci pour le rapport, mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous aider au niveau de l'adaptation, pas seulement au niveau régional, mais au niveau local et national? Merci beaucoup. Ça y est. Je vous passe la parole. Peut-être si vous pourriez nous donner un peu plus de précision, parce que je pense que ça a été déjà dit par Edmond parlant de l'aspect genre. On sait que très souvent, on ne considère pas tellement cet aspect inclusif, développement inclusif dont on parle, on ne considère pas tellement la notion ou bien les connaissances pratiques. On privilégie la connaissance scientifique au détriment des femmes, des fois. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans le rapport qui vous surprennent? Merci, Dr. Fatima. Non, et pas beaucoup. Je suis bien contente de ce que le rapport a pu déjà faire sortir, en tout cas, en termes de contribution, de prise en compte des savoirs locaux et de la contribution, mais des communautés en général, c'est vrai, sans plus de précision. Et je voudrais, pour cette première partie, donc, m'appesantir sur le manque de données et sur l'adaptation. C'est vrai, on l'a dit qu'en Afrique, c'était très faible, mais je voudrais dire qu'il il a manqué peut-être de souligner et que c'est très rare de trouver des données sexo-spécifiques, par exemple dans l'adaptation. Et j'ai apprécié également à la fin le besoin d'une distribution équitable des opportunités en termes d'adaptation. Mais justement, il est difficile de savoir dans ce financement ou en tout cas ces mesures d'adaptation et quelle part va aux femmes dans l'adaptation et combien en profitent et pour combien elles en profitent. Ce sont des données qui manquent et qui ne sont pas visibles. Donc, je m'arrête là et j'irai pour la suite plus amplement dans le rôle de la femme dans l'adaptation. Merci, merci. Sini, I'm coming. Sini, je reviens à vous, notamment du côté du groupe de négociateurs africains. Vous avez parlé de vous préparer pour la COP 27. Edmund a mentionné, et Christopher également, qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport au financement et l'accès au financement, mais il y a aussi des problèmes par rapport au rôle des leaders et notre incapacité de préparer des propositions que l'on pourrait présenter aux banques. Y a-t-il, selon vous, des capacités de justement améliorer nos capacités au niveau du financement en Afrique? Ici l'ambassadeur. Eh bien, ce que le rapport nous évoque, c'est de présenter un cas de façon plus explicite que la situation s'aggrave, que les impacts climatiques, l'augmentation des températures, l'augmentation de la fréquence et aussi de l'intensité des situations météorologiques graves dans toutes les régions et dans tout le continent et dans tous les secteurs. Ces données sont claires. Il s'agit d'un argument que le groupe africain avait présenté à Paris en 2015. Vous vous en viendrez peut-être
parce que vous nous aviez appuyés dans ce travail. C'était le groupe africain qui avait indiqué que nous avions besoin d'adaptation. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez, le monde ne prêtait pas attention. Tout ce qui intéressait le monde, c'était l'atténuation. Mais nous disions non, nos actions climatiques doivent inclure des mesures d'adaptation. Et nous l'avons obtenu, d'accord, parce que maintenant l'adaptation fait partie de l'action climatique. Ensuite, parlons d'adaptation. Le lien entre l'augmentation des températures, l'atténuation. Donc, moins on a d'atténuation, plus la température va augmenter, plus il y aura d'impact, plus on devra avoir des mesures d'adaptation. Tout ce lien n'a pas été établi au niveau multilatéral. Au niveau des négociations multilatérales, on nous a dit, écoutez, l'adaptation, c'est votre problème. C'est peut-être en raison de votre développement ou du manque de développement ou des choix de politique, mais les mesures d'adaptation étaient perçues non comme étant un problème mondial, mais comme étant un projet local ou national. Mais ce que l'on veut, c'est un but mondial d'adaptation pour s'attaquer justement au changement climatique. Eh bien, la prochaine étape, c'est la mise en œuvre. En 2015, en Afrique, nous avons lancé un projet pour se pencher sur l'adaptation de façon exhaustive. J'étais très heureuse d'entendre Chris et aussi le professeur Totin. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Je veux vraiment féliciter les deux, c'est-à-dire le docteur Trissos et le docteur Totin. Et je voudrais féliciter tous les scientifiques et les experts africains dans ces efforts avec le GIEC. Nous avons été très frustrés par le passé en raison du manque de spécialistes africains, de présence africaine. Ce que nous voyons présentement, c'est très encourageant et nous espérons vraiment que cette situation continuera et que maintenant, nous espérons que le travail sera beaucoup plus axé sur une analyse détaillée par rapport aux régions, par rapport au secteur également. Donc, félicitations. J'ai oublié de vous le dire. Et maintenant, je veux revenir par rapport à la mise en œuvre. Et Chris en a parlé. Ce que nous avons constaté, c'est que nous devons adopter une approche pan-gouvernementale intégrée par rapport aux mesures d'adaptation. Mais tout d'abord, il faut parler de développement et on doit inclure le climat dans les processus de planification du développement. Et ma collègue a parlé justement de l'importance des données. Fatima, vous vous souviendrez, parce que vous étiez avant présidente d'un centre de spécialisé, mais ce que nous avons constaté, c'est que nous avons besoin de données et ces données doivent être traduites en information et ces informations traduites en politique. 70% de l'infrastructure en Afrique est obsolète. Alors, à ce moment-là, comment pouvons-nous formuler des projets, des politiques, des programmes concrets alors que l'on n'a pas cette information? Et les institutions financières nous disent qu'on doit faire la différence entre le développement et le changement climatique. C'est très grave et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de scientifiques. Lorsque l'on demande d'avoir accès à du financement, on se fait dire que l'on doit inclure le climat dans le développement. Mais de fait, lorsque l'on veut avoir accès au financement, on nous demande, mais qu'est-ce qui est la différence entre le développement et le changement climatique? Nous n'allons pas financer tout votre développement. Et je vais m'arrêter ici. En Afrique, nous avons essayé de créer une matrice de nos lacunes. Donc, nos lacunes au niveau de la science, au niveau de l'élaboration de politiques et des programmes, mobiliser les ressources, avoir des institutions africaines qui ont les capacités de mobiliser le financement et rassembler également
les personnes au niveau local. Par conséquent, les options de politique et les choix de politique doivent être véhiculés, alimentés au niveau local. C'est très difficile, mais ce travail nous aide dans notre cause. Merci beaucoup. Permettez-moi de revenir à la question de recherche. J'ai envie de poser la question par rapport à la recherche et la valeur de la recherche, ou la valeur qu'on met sur la recherche. Jean a parlé de l'investissement que le CRDI fait. Et le CRDI a la recherche dans sa ADN, comprend bien ce que c'est la recherche. Mais même avec cet investissement du CRDI ou bien du gouvernement britannique, il y a quand même un pourcentage qui est très faible qui est consacré aux institutions africaines. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? How do we move from this virtuous cycle? Alors, comment pouvons-nous sortir de ce cycle virtuel, c'est-à-dire d'avoir une infrastructure de recherche très mal équipée pour passer à un groupe de spécialistes qui ont les connaissances et qui peuvent appuyer justement ces connaissances au niveau de l'adaptation? Adelina. Vous êtes en sourdine, Adelina. Merci de cette question. Je disais simplement que l'ambassadeur a parlé au fait qu'il y a une lacune importante du côté des données, tellement de données qui ne sont pas disponibles immédiatement. J'aimerais ajouter que ce n'est pas seulement les données, mais aussi la documentation. Nous avons peut-être de la difficulté à collager toutes les données parce que souvent, ces données ont été élaborées pour des contextes locaux très spécifiques, pour des périodes précises. C'est très difficile de collager tout cela, mais lorsque l'on parle de la documentation, je crois que c'est un point de départ, notamment pour des recherchistes. Présentement, je planche sur un projet de collaboration avec l'Université de Cape Town et du Nairobi, et nous tentons d'enquêter sur les liens entre les projets associés au climat ou ce qui se passe sur le terrain et aussi les inégalités sociales. Mais nous avons parlé un peu du genre de projets qui sont en continu et aussi la documentation, à savoir quels étaient les objectifs précis. Et étonnamment, ou pas étonnamment, selon votre point de vue, c'était très difficile pour nous de trouver de la documentation pour tous les projets dont nous étions conscients. Nous avons communiqué avec différentes personnes qui, par la suite, nous ont orientés vers de l'information sur les différents projets. Mais c'était très difficile d'obtenir de l'information, notamment sur les propositions de projets, s'il y avait des évaluations à mi-chemin ou des évaluations finales que nous pourrions utiliser pour entamer le travail que nous voulions faire. Mais en Afrique du Sud, on sait que tous les projets avaient été téléchargés dans des portails au niveau local et national. Donc, en fonction d'où nous étions, et bien notamment ici, l'Afrique de l'Ouest, je pense que la documentation devrait être une des premières étapes que nous devrions examiner. Peut-être qu'on pourrait avoir une plateforme qui permettrait aux recherchistes de collaborer, aux chercheurs plutôt de collaborer. Nous savons qu'il y a des infrastructures qui sont très mal adaptées, mais je pense que si les gens peuvent se rassembler, communiquer ce qu'ils font, ce qu'elles font. Merci. Merci beaucoup. Vous nous avez donné quelques indications sur les aspects liés aux femmes et puis changement climatique, cette interrelation. Mais est-ce que
on ne doit pas aller au-delà des hypothèses simples par rapport à la vulnérabilité des femmes pour parler un peu plus d'action ou bien montrer en quoi elles sont vulnérables. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de creuser davantage par rapport à cette recherche? Oui, bien évidemment, parce que c'est vrai que leur vulnérabilité vient d'où? Ça part évidemment de leur rôle social, hein, qui les amène à être en tout cas vraiment dans l'environnement, et leurs besoins principaux sont tirés en tout cas de l'environnement, d'où leur vulnérabilité lorsqu'il y a des problèmes environnementaux. Mais elles ne sont pas que vulnérables, et c'est ça justement l'intérêt et le rôle de la femme justement qui est clé dans cette mosaïque d'actions, en tout cas en matière de lutte contre les changements climatiques. Et elles ont des savoirs qu'il faut pouvoir en tout cas utiliser, mais pour les utiliser, il faut qu'on puisse les impliquer. Et cela passe justement par déjà chercher à comprendre les besoins spécifiques de ces femmes-là, et des besoins bien sûr dans les activités reproductives, mais aussi des activités productives dans lesquelles elles sont impliquées. Et quand vous prenez par exemple l'agriculture, elles sont impliquées sur toute la chaîne de valeur agriculture. Et c'est très important. Mais en termes par exemple de renforcement de capacité, et on ne les trouve pas parce que ce sont les femmes sont dans les champs, mais elles ne sont pas propriétaires de parcelles. Et donc elles ratent les formations, etc. Quand vous prenez les produits forestiers non ligneux, qu'elles transforment, qu'elles utilisent pour l'alimentation de la maison, mais également pour avoir des revenus, et c'est très important, elles sont impliquées. Mais le fait de n'avoir pas de titre ou de n'avoir pas, en tout cas, de n'être pas souvent comptées, font qu'il est difficile de les avoir, d'avoir des données effectives sur leur participation et leur prise en compte. Donc, c'est très important d'aller au fond pour comprendre les choses. Et bien entendu, elles sont souvent victimes de maladaptation parce qu'elles ne sont pas également prises en compte, ou aussi de surcharge de travail. Et c'est pour ça que nous demandons à ce que vraiment elles soient prises en compte dans ces questions de résilience dans l'ensemble, parce que c'est vraiment un besoin important, et de l'impliquer dans ces décisions et dans ces discussions autour de la résilience des communautés. Elle a un rôle clé important et dans cette situation pour faire en sorte que les moyens de production en général puissent lui être profitables. Et la facilitation de leur accès à la finance, à la terre, aux moyens de production en général, c'est très important, et pour qu'elles puissent participer effectivement à la lutte contre les changements climatiques et bien sûr à cet effort général de la communauté et bien sûr global. Merci. Donc, je pense qu'on arrive vers la fin, et il faudrait aussi qu'on laisse un peu de place pour des questions. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser à Edmond et aussi à Christophe par rapport au financement, parce que c'est peut-être des barrières d'adaptation. Mais peut-être à commencer par Séni, en un mot rapidement, pourquoi est-ce que ce problème de financement reste un problème qui est presque insurmontable? Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que le volume de financement disponible pour l'adaptation est extrêmement faible face aux attentes et aux besoins. C'est-à-dire, quand on regarde ce que reçoit par exemple l'Afrique actuellement, on a, en termes de financement international pour l'adaptation, je pense qu'on ne dépasse pas les 4 à 5 milliards de dollars par an pour des besoins qui font facilement peut-être 10 fois ce montant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, tout le monde le sait, avoir accès à du financement international, que ce soit du financement qui provient
de quelque source que ce soit, bilatérale, multilatérale, les banques de développement, il y a un cycle de projet qui est là. Et malheureusement, des cycles de projets qui peuvent aller facilement de 18, 24, voire 36 mois. Le dernier point, avoir accès aujourd'hui aux ressources, on vous demande d'avoir une certaine capacité, et il y a des standards en termes de capacité fiduciaire, capacité en termes de standards techniques, de standards sociaux, environnementaux, voire même justement la question du genre. Donc votre capacité à formuler des projets qui soient, entre guillemets, genrés. Tout ça, bien sûr, vient rendre le processus de mobilisation des ressources extrêmement compliqué. Je disais d'ailleurs que dans le monde réel, pour le secteur privé, quand on parle de mobilisation de ressources, c'est un job à temps plein. Vous avez des banquiers qui font ce job-là, qui sont là que pour mobiliser de l'argent. Aujourd'hui, je pense que la question de mobilisation de ressources dépasse de très loin la capacité des experts qui sont dans l'environnement. Beaucoup de nos experts sont des ingénieurs, des docteurs dans les eaux et forêts, des docteurs. Quand vous leur demandez de faire du blending de la finance, c'est-à-dire de prendre des instruments publics, privés, d'attirer le secteur privé, ils ne savent pas le faire. Donc on a besoin, au niveau africain, au niveau de nos institutions nationales, locales, régionales, de développer cette capacité spécifique. C'est un job à temps plein, comme je dis, expert en mobilisation de ressources. C'est peut-être, c'est un appel à de nouvelles vocations. C'est un job à temps plein. Et bien sûr, les institutions africaines, on a de bons exemples. On a des pays qui ont 2, 3, 4 institutions accréditées dans des agences internationales qui mobilisent des niveaux de financement qui sont appréciables. Mais ce sont des pays qui ont investi dans le développement des capacités institutionnelles pour le faire. C'est la réalité. Merci. Christophe, maybe we can... Christopher, peut-être qu'on vous pourrait vous amener. Alors, l'ambassadeur parle que c'est un boulot à temps plein et qu'on a besoin de nouvelles compétences. Pourriez-vous peut-être juste nous dire quelques mots à cet égard par rapport au financement climatique et pourquoi ça pose encore problème? Merci, Fatima. Je crois que dans notre évaluation, dans le rapport, nous avons décelé plusieurs problèmes, notamment par rapport au financement multilatéral, notamment le financement, le fonds, par exemple, du côté des projets verts. Donc, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dans les projets, mais pas nécessairement au niveau de la mise en œuvre. Donc, lorsqu'il y aura une augmentation de financement, on doit avoir davantage de financement pour la mise en œuvre des projets, plus d'argent que, par exemple, la planification et l'élaboration de projets. Il y a aussi beaucoup d'obstacles entourant des études préliminaires, les qualifications, les schémas de qualification également. Et ce que l'on veut, c'est de réduire plusieurs de ces obstacles. Dans un contexte de recherche, c'est là que la recherche au niveau du financement, ça peut vraiment nous aider. Si vous avez vraiment une base de données d'information très riche et qui reçoit du financement direct, et dans le rapport, on a ciblé ce point, et c'est très important, et c'est ce qu'a fait le CRDI par rapport au chapitre du GIEC. Cela nous a permis vraiment de prendre un rôle de leadership au niveau du rapport, plutôt que d'avoir à passer par d'autres institutions de recherche où on ne serait que des partenaires. Donc, plus on pourra avoir de tels projets, plus l'information sera accessible pour les activités de planification et de préparation, mais aussi plusieurs des fonds multilatéraux pourraient éliminer ces obstacles et trouver un terrain d'entente avec l'Afrique. De cette façon, entre autres, la planification sera plus facile et plusieurs des obstacles pourront être réduits. Et maintenant, j'aimerais céder le micro à Jean
Je trouve que c'est très riche comme discussion, mais difficile à faire un résumé. Merci, Fatima. Thank you very much, Fatima. Merci beaucoup, Fatima. Alors, nous arrivons à la fin de notre discussion. Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que la conversation, l'échange a été riche. Vraiment un grand portrait de ce chapitre 9 de la partie 2 du rapport du GIEC. Remember, part 1 is about... Souvenez-vous que la première partie, c'est séparé, mais la deuxième partie, c'est sur le développement et la troisième partie, c'est sur l'atténuation du changement climatique. Vous allez pouvoir trouver toute l'information du rapport sur le site Internet du GIEC. Messieurs les participants, je pense qu'on va prendre un pas de recul en terminant et je vous dirais, réfléchissons ensemble et on n'aura pas le temps d'y répondre, mais gardez cette pensée avec vous. On a fait face à une pandémie au cours des 2 dernières années et on a vu le monde se mobiliser autour de la recherche avec un financement incroyable. Face à une situation extrêmement complexe, qui n'est pas résolue encore, qui est en voie de l'être, mais où on a vu un traitement différentiel par région. Et on le voit présentement. Comment cette expérience-là peut-il vous aider à porter ce message qu'à travers des investissements massifs en recherche sur des situations complexes, on peut trouver des solutions? Le rapport du GIEC, son 6e, et l'information qui a été colligée par les 2 auteurs de chapitre, les 2 leaders de chapitre, Edmond et Christopher, sur l'Afrique, le chapitre 9 de la partie 2, montre hors de tout doute que l'horloge est tout près de minuit. Alors, comment aller de ces actions que vous prenez tous avec vos équipes de recherche, que les citoyens et citoyennes prennent? Comment peut-on aller à un autre niveau où nous faisons face à cette urgence rapidement, urgemment, en prenant compte des connaissances, mais en prenant compte aussi de la nécessité de tous porter un message cohérent pour agir avec des ressources, et comme nous l'avons fait, comme vous l'avez reconnu, des ressources qui peuvent aller directement aux acteurs en Afrique. C'est à ce à quoi je vous engage. Faites parvenir vos réponses directement à moi ou au CRDI. Je serai très intéressé de les lire. It has been a fantastic panel. Ça a été un panel magnifique, une présentation magnifique également. Et pour vous remercier, je vais demander à la directrice régionale pour l'Afrique centrale et occidentale. L'Ouest et du Centre qui va adresser quelques mots de remerciement à notre auditoire. Merci d'avoir été avec nous, mais également avec nos brillants panélistes, nos brillants et brillantes panélistes et nos 2 conférenciers. Julie, à vous, merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Lebel. En effet, le moment est venu de remercier nos présentateurs, notre modératrice et nos panélistes. Alors, Dr. Edmond Totin de l'Université nationale d'agriculture du Bénin, ainsi que Dr. Christopher Tristos of the Climate Risk Lab at the African Climate and Development Initiative of Cape Town University in South Africa. Many thanks for this enlightened presentation. Un gros merci de cette présentation également. La Dr. Fatima Danton de United Nations University Institute for Natural Resources in Africa. Merci encore d'avoir modéré, animé cette discussion. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Dr. Adelina Mensah est chercheure principale à l'Institute for Environment and Sanitation Studies à l'Université de Ghana. Représentant du président de la République du Mali sur le climat et porte-parole du groupe Afrique des négociateurs du climat, et Mme Zenabou Zegda, coordonnatrice du Women Environmental Program Burkina au Burkina Faso. Un énorme merci à vous 3 pour ce partage généreux. Merci à vous tous et toutes pour
vous êtes rejoint à nous. C'est un honneur de vous avoir. Enfin, merci beaucoup à tous les collègues du CRDI qui ont travaillé dans l'ombre pour ne nommer que quelques-uns d'entre eux. Michele, Georgina, Bruce, Heidi, Lancelot, Fatimata, Mawa, Yolande, Mélanie, Chris et Kristen. Encore une fois, merci beaucoup. Et finalement, je vous inviterai à consulter les sections régionales qui ont été présentées par le réseau de développement climatique. C'est disponible maintenant. Partagez avec vos proches l'enregistrement de ce webinaire qui sera disponible très prochainement en ligne par le biais de nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Sur ce, merci beaucoup à vous tous de vous être joints à nous. Nous espérons vous avoir lors de nos prochaines activités. Au revoir. Merci.